Bonjour et bienvenue sur Radio Césaire pour un nouvel épisode des Shots d'Histoire. Aujourd'hui, il est consacré à George Sand, ici présente, qui nous a ouvert les portes de Nohant pour nous raconter son histoire. Bonjour. Bonjour. Encore un grand personnage, me dites-vous ? Eh bien écoutez, ce n'est pas pour rien qu'il est mentionné par les plus grands. Ou devrais-je dire qu'elle est mentionnée ? Vous allez très vite comprendre. C'est parti. Alors, Madame Dupin, pour commencer, racontez-moi un petit peu votre enfance. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Amandine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, plus connue sous le nom simple de Aurore Dupin. Je suis née en 1804 et c'est alors à mes 4 ans que je découvre le magnifique château de Nohant dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans le Berry, acquis par ma grand-mère, Louise Dupin, en 1793. C'est vrai que c'est un lieu vraiment spectaculaire. En effet. Je m'y installe alors avec mes parents, mais c'est finalement ma grand-mère que j'admirais énormément, qui récupère ma garde à la suite de la mort de mon père. J'ai eu l'impression d'être quelque peu abandonnée par ma mère et je pense que cela a notamment renforcé les liens que j'avais avec ma grand-mère. C'est donc votre grand-mère qui a fait votre éducation. Comment c'était ? Alors j'ai eu une éducation digne de mon rang d'aristocrate. Ma grand-mère m'a inculqué la rigueur et le savoir-vivre d'une bonne femme de cette époque, mais sans oublier à son image les nouvelles idées des Lumières qui s'installaient peu à peu. Et j'ai grandi au milieu de la nature et il n'y avait rien de plus plaisant, je trouve. Et que s'est-il passé après sa mort ? Eh bien, cela a été très dur parce que j'étais très proche d'elle. Un an après cela, lorsque j'avais 18 ans, j'ai épousé François Casimir du Devant et j'ai ensuite donné naissance un an après, en 1823, à mon merveilleux fils Maurice, puis en 1828 à ma sublime fille Solange. Et c'est alors que vous faites un accord avec votre mari. C'était quelque chose de très moderne. Alors oui, ma relation avec mon mari était assez tendue et pour faire simple, je m'ennuyais quelque peu et j'ai donc souhaité une certaine séparation avec lui. Et j'ai donc, comme vous l'avez dit, passé un accord avec lui pour pouvoir partir une bonne partie de l'année écrire à Paris. C'était quelque chose d'effectivement surprenant et de très moderne en ce temps. Mais vous n'avez jamais cessé d'être vous-même, une féministe avant-garde, indépendante et libre. Oui, évidemment, je revendiquais énormément la liberté et l'égalité, même encore aujourd'hui, mais je la voyais aussi comme une désillusion à un certain moment. Je l'ai notamment exprimé dans une lettre adressée à Hortense à l'art de Méritant, où j'ai dit c'est un beau rêve dont je ne verrai pas la réalisation. J'ai cru après février que les temps étaient mûrs où l'humanité pouvait comprendre que son mal venait de l'inégalité. Et je parle ici de l'égalité hommes et femmes, mais aussi bien de richesse. Et je peine malheureusement à ce qu'elle voit le jour. C'est alors que vous commencez à écrire, et c'est dans ces ouvrages que vous faites part de cette lutte qui vous tient tant. Effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, même si j'en doute, en toute modestie, je suis en réalité une écrivaine engagée, reconnue dans divers domaines. Cependant, sous le nom de George Sand, comme vous m'avez présenté au début, j'ai opté pour ce nom pour pouvoir aisément m'imposer dans un domaine encore trop masculin, mais j'ai également opté pour un style vestimentaire masculin, en accord avec ce nom pour des questions d'économie et de simplicité. Je le garde encore, ce style vestimentaire, et je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et bien sûr, la plupart de mes œuvres ont une voix effectivement féministe. C'est vraiment un moyen pour moi de faire diffuser mes idées. Alors, comment a commencé cette écriture ? Est-ce Nohant qui vous inspire tant ? Oui, c'est exact. Tout s'est commencé à Nohant, d'ailleurs, où chaque soir, lorsque tout le monde dormait enfin, mon mari, mes enfants, je m'installais sur mon petit bureau, un placard encastré où je posais une planche pour écrire. C'est ici que j'ai écrit la majeure partie de mes œuvres et c'est vraiment ce paysage en particulier, pardon, c'est vraiment Nohant qui me redonne l'inspiration. C'est donc ici qu'a vu le jour votre première œuvre, Indiana, si je me trompe pas. Oui, en effet, mon premier roman, nommé Indiana, comme vous l'avez dit, sorti en 1832, qui a par ailleurs connu un franc succès et c'est vraiment ce qui a lancé ma carrière. Malgré cela, votre relation avec votre mari ne s'améliore pas, c'est bien ça ? C'est ça, cela fait même l'effet inverse, elle devient très tendue. C'est alors que je tombe follement amoureuse d'Alfred de Musset, lui aussi écrivain.
Malheureusement, cette relation va prendre fin en 1835, ce qui me dévasta littéralement, j'étais noyée dans une profonde tristesse. Et c'est à partir de ce moment que vous faites quelque chose de révolutionnaire, on peut le dire? Oui, par la suite, je lance, une procédure, de divorce avec mon mari, qui était quelque chose d'inédit. En effet, c'était très compliqué, car premièrement, c'est malheureusement interdit encore aujourd'hui, bien que je lutte pour que ce ne soit plus le cas, et je devais aussi réussir à récupérer, mon précieux domaine, qu'est Nohant. Contre toute attente, je gagne le procès 2 ans plus tard et j'en suis, très heureuse aujourd'hui et j'ai alors, revendiqué le droit du divorce, souvent moqué ou ridiculisé, comme, par exemple au travers des caricatures, les fameuses de Honoré Daumier. Mais la politique en général, pas seulement ce sujet-là, a aussi une place importante pour vous. Bien sûr, j'ai fait preuve d'un engagement, remarqué, en politique, démontré par exemple, par une lithographie de Lorentz de 1842 qui est, quelque peu, même, je dirais même très connue. J'ai, notamment, essayé de publier, des articles politiques et des reportages sur des grands événements populaires, parisiens dans mon journal La Cause du peuple. Pourquoi avoir arrêté alors ce journal? Eh bien toutefois, les coûts et sa diffusion ne suffisaient plus à le faire tenir. J'ai donc, tristement, suspendu, au bout de 3 numéros me consacrant, à d'autres journaux comme, La Vraie République. C'est alors en 1848 que votre vie prend un tourment. Peu après la Révolution de février, vous êtes alors une figure majeure de la Révolution. C'est vrai, c'est vrai. On me nommait d'ailleurs, la muse de la Révolution. C'est plutôt cocasse. Je possède de nombreux amis et liens, dus en partie à mes grands et célèbres, dîners qui réunissaient, même encore aujourd'hui, la fine fleur, littéraire, artistique et politique. On parlait alors souvent de politique et ce qui m'a, beaucoup informée et soutenue dans mes idées. J'ai trouvé vraiment des personnes, avec, les mêmes idées, oui, et cela faisait de Nohant, un véritable salon artistique. Par ailleurs, mon meilleur ami est le fameux Gustave Flaubert, très connu également, et de plus, j'ai eu, un nouvel amant, à ce moment-là, Frédéric Chopin, qui lui resta pendant, 9 longues années et qui m'apporta également, pas mal, d'autres connaissances amicales, sans compter tout l'amour qu'il m'a donné. C'était, une histoire passionnée, mais assez difficile à cause de sa maladie et je suis encore, nostalgique, de ce temps. Vous menez donc un grand intérêt pour la politique et vous soutenez un certain politicien. Effectivement, le ministre de l'Intérieur, Ledru-Rollin, il possède une politique, des républiques sociales aux idéaux de Lamartine qui rejoint, les miens pour lesquels, je milite. Alors comment avez-vous réagi lors de la proclamation de la République? J'étais alors plus que ravie, folle de joie, je dirais même, un véritable rêve qui se réalise, finalement. Je l'ai d'ailleurs exclamé dans une lettre à Charles Poncy, un poète ouvrier, le 9 mars quand j'étais de retour à Nohant. Je lui ai écrit, «Vive la République, quel rêve! J'ai vu le peuple grand, le peuple français réuni au cœur de la France. La République est conquise, elle est assurée». Voilà, c'était vraiment mes mots et encore, ils n'ont su, décrire mon bonheur à ce moment-là. C'est alors que vous êtes devenue une femme très prise. Oui, très, j'ai même, dit que j'étais occupée comme un homme d'État. Dans une lettre à mon fils Maurice, je lui expliquais, que j'avais rédigé anonymement, certains bulletins de la République également. Je voyais que je prenais de plus en plus de place effectivement, au sein, heu, au sein de ceux-là, quoi. Après cette lutte pour cette République et tous ses droits, vous êtes retournée à Nohant comme vous me l'avez dit et que s'est-il passé ensuite? Eh bien, cela ne m'a pas empêchée de continuer l'écriture et de m'investir, pleinement, notamment dans de nombreux, romans champêtres comme La Petite Fadette ou François le Champy, qui décrivent, cette région qu'est le Berry, tout en dénonçant, la misère des paysans. J'ai également écrit, par la suite, mes mémoires qui sont parus en 1854, 1855 sous le titre «Histoire de ma vie». Vous dites notamment: «Les sons domestiques ne m'ont jamais ennuyé, je ne suis pas de ces esprits sublimes qui ne peuvent pas descendre de leurs nuages». Que cela veut-il dire plus explicitement pour vous? Eh bien cela démontre, que malgré le fait que je sois une femme moderne, libre, féministe, qui aime, particulièrement la nature et ses villageois, bien sûr, je suis également, une maîtresse de maison accomplie et c'est avec, plaisir que je le suis. Aujourd'hui, je m'y consacre, entièrement pour mes petites filles,
Voilà ce que ça veut dire pour moi. On peut avoir plusieurs rôles à la fois, et bien que je sois féministe, aimer remplir mon rôle de femme comme le définit la société. Eh bien, merci infiniment, Georges Sand, de nous avoir accueillis et partagé cette vie exaltante avec nous. Merci à vous. On se retrouve pour un prochain numéro. C'était Isoline sur Radio Césaire. Excusez-moi, je vous interromps pour une minute spéciale. Nous venons d'apprendre le décès de Georges Sand ce 8 juin 1876. C'est avec tristesse que nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. Elle devrait être enterrée dans son domaine de Nohant le 10 juin. Sa famille et ses amis seront présents afin d'honorer la grande femme et le grand écrivain qu'elle était. Je vous retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro. Merci.